vos suggestions dans le chat et je les restituerai, j'en ferai la synthèse. Voilà. Et si vous souhaitez couper vos caméras parce que c'est enregistré, n'hésitez pas à le faire. Merci. Voilà, donc ce programme, à l'instant T, financé par la CARSAT et animé par le TASDA. Nous avons des documents annexes que vous découvrirez donc sur la page instant T du site TASDA. Et nous allons commencer le traitement de la gestion des médicaments. Comment est-ce que vous, responsable de secteur, coordonnateur, vous puissiez améliorer l'accompagnement de la prise médicamenteuse? Donc, nous avons ici une petite image qui va représenter notre monsieur du jour. C'est monsieur Sens dessus-dessous, avec son intervenant du domicile. On va l'appeler Samia. Voilà. Alors, pourquoi on parle de la prise médicamenteuse? C'est quand même un sujet qui est au cours des interventions de beaucoup des auxiliaires de vie qui visitent les bénéficiaires. Et il y a quand même des constats qui mènent à la réflexion. Il y a quelques mois, je vous ai parlé dans le webinaire sur accès à la culture d'un site internet qui s'appelle Happy Visio. Et j'ai moi-même assisté à une conférence il y a 15 jours sur le bon usage des médicaments, une conférence qui était animée par le docteur Gavasi, qui est donc gériatre et président du comité d'orientation stratégique du Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes, avec un docteur en pharmacie du CHU de Grenoble. Et j'ai appris pas mal de choses et j'aimerais bien les partager avec vous. Donc, ces statistiques viennent donc de ce webinaire. Il est très étonnant de lire ces statistiques. 40% des personnes de plus de 75 ans consomment 10 médicaments ou plus par jour en France. 50% de la population des personnes âgées de plus de 65 ans, j'y suis presque, présentent 2 pathologies chroniques. C'est la moitié. La moitié des personnes âgées de 85 ans ou plus ont 3 pathologies chroniques. Et 95% au moins une. Alors, si je passe un peu de temps là-dessus, c'est parce que les bénéficiaires que vous suiviez, que vous soyez en SPASAD ou non, ont probablement une maladie chronique, ont probablement plusieurs médicaments à prendre par jour. Et la prise médicamenteuse étant encore entre leurs mains. Hein. C'est un acte de la vie quotidienne. Si c'est le médecin prescripteur qui ne dit pas, il faut que ce soit un infirmière. Donc, ça veut dire que parfois, les intervenants sont face à des situations qui questionnent. Donc, c'est vraiment important qu'on souligne cet étonnement parce que ça concerne vos bénéficiaires. Et un point de vigilance qui a été présenté lors du webinaire auquel j'ai assisté, c'est que la polypathologie, c'est-à-dire plusieurs maladies, hein, comme on vient de le voir, entraîne la polymédication. Donc, ça explique pourquoi certaines personnes, ils ont un traitement pour la tension artérielle, contre le diabète, pour la douleur, etc. Et plus on a de médicaments, moins on est bon dans l'observance. C'est un constat. Et c'est national, voire même européen. Donc, l'État met en place le plan anti-chute, il arrive à grands pas, et l'objectif est de réduire de 20% les chutes mortelles ou entraînant une hospitalisation, mais des chutes qui sont fortement liées à la prise de médicaments. Et c'est pour ça que cela vous concerne, cela nous concerne, parce que nous sommes en positionnement d'apporter une sensibilisation pour ceux qui sont en première ligne. Alors, quel est le rôle de l'intervenant? Vous avez peut-être des questions. Est-ce que l'auxiliaire de vie a le droit de donner des médicaments? Est-ce que l'intervenant doit transmettre toutes les informations? Est-ce que c'est important que vous sachiez que, bon, il a trouvé un médicament par terre, mais ça semble banal, mais ça ne l'est pas? Est-ce qu'un auxiliaire de vie a le droit d'aller à la pharmacie, par exemple? Ou peut-être vous avez la notion que tout ce qui tourne autour des médicaments, c'est le médecin traitant et l'infirmière. Donc, j'essaye simplement de faire un petit état des lieux sur les questionnements. Je vous invite à mettre dans la conversation peut-être vos propres questionnements sur quel est le rôle de l'intervenant.
ce ne sont que des propositions que je propose, mais ça ne couvre pas forcément tout. Et je serai preneuse de ce que vous avez à me dire, à partager avec moi. Donc, chacun son rôle. D'abord, vous, les responsables de secteur, les coordonnateurs, l'infirmière, peut-être même l'évaluateur qui vient faire le point à domicile d'un bénéficiaire pour un ajustement d'un plan d'aide ou pour la mise en place d'un plan d'aide, OSCAR. Donc, on le catégorise. Moi, je l'ai proposé donc de A à Z. On commence avec d'abord la personne reçoit une ordonnance. Qu'est-ce qu'il en fait? Okay. Est-ce qu'il y a une seule ordonnance en vue sur la table, là où sont posés des médicaments? Ou est-ce que plutôt il y a 3, 4 qui datent même d'il y a 2 ans, 3 ans? Ça, c'est une question que l'intervenant peut se poser avec votre aide. Hein. Vous pouvez les aider à questionner ces catégories. Bon, d'abord, j'ai mon ordonnance. Après, il faut que j'aille à la pharmacie. J'y vais comment? J'y vais toute seule? Ou est-ce que le bénéficiaire, ben, peut-être il a besoin d'aide, mais il n'ose pas demander, mais l'intervenant, il remarque que ben, ce serait pas mal qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne ou qui est peut-être pas à l'aise d'y aller sans le bénéficiaire. Donc, ce sont encore des questions autour de comment cette personne se charge d'aller chercher ses propres médicaments. Comment est-ce qu'il les stocke? Là, on va passer peut-être un peu de temps tout à l'heure, parce que j'imagine que les intervenants et vous-même avez, comme moi, trouvé des situations un peu burlesques où on a des sachets en plastique dans lesquels il y a des boîtes entamées, non entamées, où la date est dépassée et pas forcément organisée d'une manière ordonnée. Est-ce que les médicaments sont à portée de main? Ou peut-être ils sont dans un placard et que la personne doit monter sur un escabeau pour aller chercher, il se met en danger, risque de chute, simplement pour aller chercher ses médicaments. Peut-être c'est dans un tiroir avec, comme nous tous, hein, nous avons tous un tiroir dans lequel on met tout, un peu foutoir. Donc, est-ce que les médicaments s'y trouvent? C'est des questionnements, pareil, que vous pouvez accompagner les intervenants à se poser. Après, il y a la prise médicamenteuse. Donc, on parle de l'accès aux médicaments, le stockage, mais aussi comment est-ce qu'il se donne ce médicament. Okay? Est-ce qu'il le fait seul? Est-ce qu'il est accompagné? Est-ce qu'il le fait pour quelqu'un? Ce qui est le cas de M. Sens dessus-dessous que nous allons rencontrer. Est-ce qu'il le fait de manière adaptée ou non? Est-ce qu'il fait part d'oubli ou de non-respect hein, des horaires en disant « mais c'est pas grave, je ne l'ai pas pris, je prendrai 2 tout à l'heure ». Ce genre de réflexion. Il faut aussi imaginer que certaines personnes peuvent avoir des signes de stress, qu'il est inquiet d'oublier parce qu'il a déjà oublié ou peut-être parce que c'est un nouveau médicament. Okay? Et puis, dernière catégorie, c'est tout ce qui tourne autour des signaux qui montrent une possible non-observance ou voire même un traitement qui n'est plus trop adapté. Et ça, c'est une chose que j'ai appris au webinaire sur Applivisio, c'est que une prescription à l'âge de 65 ans peut être très bon pendant 10 ans, 15 ans, mais arrivé à 85 ans, peut-être le dosage doit être changé. Peut-être il y a des signaux qui montrent que la prescription n'est plus adaptée. Et ce sont donc, ça devient un médicament qui est potentiellement dangereux. Si le médecin traitant n'entend pas ces signes, si le bénéficiaire ne pense pas les transmettre, ça veut dire qu'on peut passer à côté des situations de repérage qui peuvent être repérées par vos intervenants. C'est ce travail que nous faisons. Oui, c'est midi. Donc, les données sont remontées par les intervenants lors de vos réunions de transmission ou à travers l'utilisation d'une grille de repérage, peut-être sur leur smartphone, peut-être vous avez déjà installé une grille de repérage qui permet d'avoir un historique sur les indicateurs qui auraient été cochés plusieurs fois le même mois. Monsieur m'a demandé d'aller à la pharmacie 3 fois ce mois-ci, ça m'étonne, hein, ce genre de choses. Donc, c'est à vous de les traiter par priorité, pas forcément par ordre d'arrivée. Hein.
Et ça, c'est vraiment le travail de détective que vous faites en tant que responsable de secteur, en tant que coordonnateur qui accompagne ces équipes. Donc, quel est le rôle de l'intervenant? Alors, la phrase que j'ai surlignée, je trouve, le dit très bien. L'intervenant ne peut intervenir dans la prise, je parle bien de la prise médicamenteuse, je ne parle plus là de stockage, hein, c'est la prise, c'est-à-dire prendre le médicament, le mettre à la bouche, que lorsqu'elle relève d'un acte de la vie quotidienne. Et pour que ce soit un acte de la vie quotidienne, il faut que le médecin prescripteur l'a laissé à l'initiative du bénéficiaire. Alors, ce n'est pas marqué sur l'ordonnance à l'initiative du bénéficiaire, mais s'il n'y a pas la notion qu'il doit y avoir l'intervention d'un tiers, d'une aide médicalisée, d'une infirmière, d'une tierce personne, le bénéficiaire qui a l'ordonnance à son nom, ben, la prise médicamenteuse est entre ses mains. Okay? Cette information est très importante parmi plein d'autres informations que vous trouverez dans les sources que j'ai utilisées pour préparer ce webinaire. Donc, une collection guide pratique des éditions Socrate qui travaillent sur l'éthique comme compétence. Et dans leur document l'accompagnement à domicile, il y a tout un chapitre sur la prise médicamenteuse, qu'est-ce que l'intervenant a le droit de faire, n'a pas le droit de faire, à quoi il faut penser, les points de vigilance. Donc, je m'en suis bien inspirée. Et également un document que les éditions Socrate ont eux-mêmes utilisé, c'est le repérage des risques de perte d'autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées, okay? Volet domicile. Alors, vous verrez que ça, la source, c'est ANESM/HAS. C'était en 2016. Depuis 2016, ça a évolué. Maintenant, c'est ANSM. Donc, tout à l'heure, vous allez recevoir dans la conversation un lien qui, pareil, m'a été proposé lors du webinaire auquel j'ai assisté. Donc, qu'est-ce que fait l'intervenant? Il va jouer un rôle essentiel dans le repérage des changements d'habitude, dans le repérage des troubles qui indiquent un risque de survenue. On va en parler le mois prochain par rapport aux chutes. C'est l'intervenant qui sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne ressemble pas à son habitude, à monsieur, à madame. Donc ça, c'est le risque que quelque chose de mauvais arrive, un danger. Ce n'est pas encore dangereux, mais j'ai l'impression que. Et donc, il faut absolument que ces intervenants entendent, qu'ils sachent que ce qu'ils ont à dire a de la valeur, que les transmissions régulières sont indispensables, même si ça veut dire que selon comment vous les traitez, vous êtes peut-être un peu inondé, ou s'il n'y a pas encore une grille de repérage mise en place dans votre service, aller chercher le cahier à domicile implique se rendre à domicile de la personne, donc ce n'est pas forcément évident d'avoir les informations régulièrement. Donc, c'est à considérer. Donc, qu'est-ce que le bénéficiaire me dit? Ça, c'est une chose que vous pouvez accompagner les intervenants à travailler. Et le prochain slide, c'est qu'est-ce que j'observe? Okay? Donc, celui-là, pareil, je vous invite, si possible, de mettre dans la conversation peut-être d'autres indicateurs que vous aurez reçus en transmission. Ça me permettra de nourrir davantage ce que moi je mets dans le webinaire. Voilà, donc, qu'est-ce que le bénéficiaire me dit? Ça peut être de l'ordre de la plainte, un questionnement, ou peut-être, en fait, tout va bien, hein, il n'y a pas besoin que vous me questionnez là-dessus. Par exemple, il sort d'une hospitalisation et entre l'hospitalisation et le retour à domicile, il y a eu un changement à la pharmacie, il donne un médicament générique. Voilà. Ça, vous avez sûrement entendu parler. Mais par contre, monsieur, ben, il n'ose plus le prendre parce que ce n'est pas la même boîte. Donc, ça l'inquiète. Ça peut être quelque chose que l'intervenant peut transmettre. J'ai un nouveau médicament, on m'a dit qu'il faut absolument que je le prenne à telle heure. Et donc, l'intervenant peut remarquer que ce changement dans l'ordonnance ou cette précision de l'horaire, ou pendant le repas surtout, et pas avant ni après, ça peut amener à un certain niveau d'anxiété ou inquiétude de la part du bénéficiaire. Parfois, j'oublie de donner le médicament à ma femme. C'est le cas de monsieur sans dessus-dessous que nous allons rencontrer. Et il s'en veut. Et en même temps,
ben, peut-être les dents, donc l'époux, très souvent l'époux, il ne veut pas lâcher le morceau, il veut rester celui qui soigne, parce que c'est peut-être un des très peu nombreuses choses qu'il peut encore faire pour accompagner son épouse ou sa partenaire de vie. Donc, c'est très important de savoir si ce niveau de stress interfère dans la réussite de la prise médicamenteuse. Ou tout simplement, ben, en fait, j'arrive plus à avaler cette grosse gélule. Peut-être ça, c'est une information qui semble banale, mais transmis soit à l'entourage, soit au médecin traitant, peut faire en sorte qu'il y ait une action derrière qui permet à ce que la même molécule soit proposée, mais sous une autre forme. Qu'est-ce que je peux observer? Donc, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'il me dit, le bénéficiaire? Mais aussi, qu'est-ce que moi j'observe en tant qu'intervenant? La récurrence des demandes. Peut-être ça fait 2 fois la même semaine que madame dit ah ben, il faut renouveler mon ordonnance. C'est pas tout à fait normal parce que l'ordonnance, il date de même pas 1 mois et normalement, il reste encore 3 boîtes là-dessus. Ou les médicaments trouvés par terre. Ou s'il y a déjà le passage d'un infirmier qui prépare les médicaments pour le matin, pour le midi, pour le soir, dans une petite coupole par exemple, ben, arrivé à midi pour préparer les repas, l'intervenant remarque que ben, il reste le médicament du matin qui a été proposé, présenté par l'infirmière. C'est très important. Ça peut être un antitenseur. Donc, ces informations sont très importantes à transmettre. Est-ce que tout simplement le bénéficiaire, il voit le médicament si c'est blanc sur une table blanche? Ben, c'est pas sûr que la personne âgée sans ses lunettes le matin en prenant son bol de café, peut-être il ne le voit tout simplement pas. Et c'est pour ça qu'il ne le prend pas. Malgré l'usage d'une pilule G, par exemple, les compartiments peuvent être mélangés. On en parlera tout à l'heure. Ou un autre exemple, ce serait la moitié d'un sachet. Vous savez, c'est compliqué à ouvrir un sachet, de faire comme ça et verser. Peut-être il fait comme ça, il verse et que la moitié sort. C'est quand même important. Si l'intervenant, en ramassant les affaires de la table du petit déjeuner, remarque que le sachet est moitié pris et que sur l'ordonnance qui est sur la table, c'est marqué un sachet, ça, c'est une information qui a de la valeur. Elle peut le transmettre. Elle peut aussi tout simplement dire à monsieur, « Ah, monsieur, vous n'avez pas tout pris. Prenez. » Parce qu'elle sait que sur l'ordonnance, c'est écrit. Ce n'est pas elle qui donne, c'est entre les mains du bénéficiaire, mais elle accompagne. Alors, on arrive à nos cas d'usage. Monsieur et madame, sens dessus-dessous. Plan Oscar, 2 heures par semaine pour un accompagnement. Et récemment, 1 heure de plus pour la préparation au repas. Monsieur est âgé de 87 ans et surtout, il est l'aidant principal de son épouse qui a des troubles cognitifs. Il n'y a pas encore de diagnostic, il n'y a pas encore de rencontre prévue avec un neurologue. Pour le moment, les choses y tiennent, mais ça commence à devenir un peu soucieux. Par contre, les liens familiaux qui sont très bons et monsieur continue à fréquenter son club de retraités et à noter qu'il sort des fois à la journée quand sa belle-sœur vient passer du temps avec son épouse. Ça, c'est madame. Je vous présente madame sans dessus-dessous qui, elle bénéficie de l'APA depuis 2 ans. Donc, une aide pour l'hygiène corporelle qu'elle accepte sans difficulté, une aide pour l'habillage, l'entretien du linge, parce qu'elle veut continuer à repasser, mais des fois, c'est compliqué. Et puis, depuis qu'elle est dans le plan APA, il y a déjà eu l'achat et pose de barres d'appui, planche de bain. Alors, avant de faire face à ces troubles de mémoire, troubles cognitifs, madame gérait tout. Alors, le domicile était absolument nickel. Les intervenants avaient même un peu peur de poser leur sac, tellement c'était propre et rangé. Mais surtout depuis quelques mois, ben, l'organisation et la gestion tout à fait normale du quotidien est visiblement plus du tout la priorité et n'est pas fait parce que monsieur, sens dessus-dessous, ben, il a pris le relais, mais en fait, ben, ce n'est pas dans ses gènes et il gère très mal cette gestion, ces tâches.
Donc, il remarque aussi que elle, remarque que son époux a du mal à l'aider. Donc, il y a une certaine fierté. Elle sait qu'elle a des troubles, mais elle dit, ben, monsieur, là, il n'arrive pas trop. Et on voit que cette dame, elle accepte des interventions. C'est une dame tout à fait agréable qui va très bien sur le plan psycho-affectif. Pour le moment, il n'y a pas d'intervention d'infirmière, hein, et le médecin traitant vient de partir à la retraite. Par chance, il y a un remplacement, mais qui ne connaît pas si bien que ça le couple et que le couple ne connaît pas très bien non plus. Il n'y a pas encore une relation de confiance qui est nouée. Donc ça, c'est un pavé de constat, hein, que nous allons surligner. Et si en les lisant, vous sentez qu'il y a des choses qui manquent, je vous invite à mettre dans la conversation qu'on partage avec les autres. Donc, voilà, monsieur gère moins bien. Il y a des affaires de partout. Il passe beaucoup de temps à juste trier et ranger à chaque fois de venir. Et il rend compte que finalement, il n'y a pas assez de temps dans les 2 heures qu'ils ont, madame et monsieur, pour gérer le petit quotidien. Le couple semble déborder au niveau affectif, surtout monsieur, parce que c'est quand même pas évident à 87 ans d'être l'aidant principal de son épouse qui est toute joyeuse, mais quand même elle fait des choses des fois un peu bizarres. Même la semaine dernière, elle avait mis la boîte de médicaments dans le congèle. Et monsieur, il le cherchait de partout, ben, c'était dans le congèle. Et madame avait oublié qu'elle avait fait ça. Voilà, c'est un exemple. Donc, il y a forcément un problème, visiblement un problème pour la gestion du stockage et prise médicamenteuse. D'accord? Monsieur, il admet même qu'il oublie de temps en temps de donner des médicaments. Il s'en veut, il se culpabilise, mais il ne veut pas lâcher le morceau. Donc, des fois, ben, il cherche le médicament et en fait, c'est sous son nez. Il n'avait tout simplement pas mis ses lunettes. Hein. Nous avons l'habitude de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a comme solution en passant par 6 étapes que certains connaissent et d'autres vont découvrir dans la fiche pratique qui suivra la mise en ligne du replay. Donc, les besoins de ce couple sont des propositions. Toujours, je vous propose. Peut-être vous avez en tête d'autres. On va travailler avec celle-là aujourd'hui. Ces besoins, donc, c'est d'améliorer l'organisation des médicaments, ça saute aux yeux. Il y a besoin d'un accompagnement pour monsieur. Pas forcément faire à la place, mais l'accompagner pour qu'il puisse continuer à être utile à son épouse sans le souci des oublis ou de mauvaise organisation. Et bien entendu, un soutien pour apaiser la gestion du quotidien. Les priorités, pareil, je vous les propose, c'est en toute urgence réduire les risques liés à une mauvaise gestion de la prise médicamenteuse. Il faut aussi réduire les risques liés à l'épuisement de monsieur. Les statistiques en France le montrent que 12% des aidants peuvent mourir avant la personne qui s'aide. Alors, c'est une vieille étude, je n'ai pas une étude de 2023, mais ça nous dit quand même quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il gère qu'il va forcément vivre plus longtemps que son épouse. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner la réduction de cette charge. Et puis, pourquoi pas encourager monsieur à faire un point, déjà avec son médecin traitant, mais pour lui, parce que chaque fois qu'il y va, c'est pour sa femme. Il peut passer un centre de prévention Agir Carco, il y en a 14 en France, s'il est ressortissant Agir Carco, sinon en passant par le CPAM, pour qu'il prenne soin de lui pour pouvoir continuer à prendre soin de son épouse. L'étape 3, c'est chercher cette aide technique ou technologique la plus adaptée. Donc, pourquoi une aide technologique et pas quelque chose de simple? Et comment est-ce que vous, en tant que responsable, vous accompagnez cet arbre décisionnel? Okay? Donc, lorsqu'il y a des solutions déjà en place qui ne répondent pas aux besoins et priorités qui viennent d'être nommées, là, on peut se dire, tiens, ce serait pas mal d'essayer peut-être une des solutions technologiques qui auraient été présentées lors de ce webinaire.
en parler avec l'entourage, en parler avec l'infirmière du SIAD, etc. Donc, pour ce couple, il y a déjà des aides en place. C'est la première tâche engagée en arrivant, c'est ranger un peu cette cuisine et notamment les boîtes de médicaments. L'intervenant essaie à chaque fois de mettre de l'ordre. Ils ont mis en place une feuille de papier où c'est noté. C'est même monsieur qui le note. Mais bon, ils arrivent et la feuille n'est plus là parce que madame est passée par là. Et les visites de la sœur de madame coïncident avec les sorties de monsieur. Ça, c'est très important. On sait qu'il y a déjà un accompagnement en place. C'est une bonne chose, mais c'est visiblement pas suffisant. Donc, ce que je propose, c'est un semainier pour madame. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Ce n'est pas une aide technologique, mais simplement technique, hein. Mais on va en parler. Un pilier portatif, pareil, hein, c'est quelque chose de simple, mais avec une pile, on va le considérer comme une solution technologique. Et un pilier électronique, ça peut-être certains connaissent, on en parle, et l'utilisation d'une tablette, soit sur un téléphone portable, soit sur une tablette, hein, une application de rappel. Alors, on va faire un petit rappel des besoins et des priorités. OK? Amélioration de l'organisation des médicaments, accompagnement de monsieur et un soutien avec la liste des priorités. Je profite. Vous lisez, vous mettez en tête. Ah. Alors, vous entendez en arrière-fond une tablette que... Non, non, qui me parle. Je suis désolée, je n'ai pas pensé à l'éteindre. Mais je vous l'avais présenté lors du webinaire sur le repérage dans le temps. Et comme on est à un aparté, ben, Lily nous accompagne. Voilà. Alors, le pilulier semainier. Je vais quitter la présentation pour pouvoir vous montrer. Hop. Georgette, êtes-vous disponible? On va juste le débrancher. Hop. Georgette, êtes-vous disponible? Et l'arrêter. Désolée. Georgette, voilà. Êtes-vous disponible? Peut-être l'éteindre si on n'y arrive pas. Alors, le diaporama, à partir de ce dispositif, hop là. Et je vais partager donc mon écran, j'espère que ça fonctionne, pour qu'on aille découvrir le site Bien chez soi. Alors, peut-être certains l'ont déjà visité, ce site, d'autres, c'est sûr, parce que ça fait un moment que vous assistez peut-être au webinaire. Alors, un pilulier semainier, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une solution que vous connaissez, c'est une solution plutôt technique, technologique. Sur le site internet de la CNAV, il y a plusieurs modèles qui sont présentés. La raison pour laquelle je souhaite vous le montrer, cette fiche produit, c'est que les intervenants du domicile peuvent remarquer que selon le modèle, les cases qui ont des séparateurs, hop, selon le modèle, les séparateurs sont fixes et d'autres ne sont pas fixes. Et lors de mes visites à domicile en tant qu'ergothérapeute, j'avais remarqué, surtout dans les milieux ruraux, et surtout les messieurs, avec des énormes doigts qui étaient extrêmement musclés parce que anciens artisans du bâtiment, anciens agriculteurs à la retraite. Ils ont une musculature de la main qui impressionne. Et alors, ces pauvres messieurs, avec les petites cases que vous voyez à l'écran, ah ben alors là, je peux vous dire qu'ils finissaient soit par les casser, soit ils tombaient. Les médicaments qui avaient été préparés en avance, soit par la fille, soit par l'infirmière, ah ben, ils étaient tous mélangés. Le simple fait de changer de modèle de pilulier semainier ou journalier
peut être la solution. Il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Ce n'est pas parce que je vais vous présenter des solutions technologiques que c'est la réponse. D'accord? Donc, visitez le site Bien chez soi. Vous allez avoir ce lien dans le document, la fiche pratique. Mais vous voyez là, sur cette fiche produit, vous voyez 4 différents. Celui-là, par exemple, à l'écran, ça montre qu'on peut mettre des sachets. Tandis que celui-là, que je viens de vous montrer, ben, on ne peut pas mettre de sachet. Dans le pilulier électronique, on ne peut pas mettre de sachet. Voilà. Donc, selon les besoins du bénéficiaire, le choix du pilulier est absolument primordial. Non seulement le choix de comment ça se présente, mais comment est-ce que le bénéficiaire va pouvoir l'utiliser. Pouvoir prendre facilement les petits boîtiers, hop, les ranger facilement, c'est très important. D'accord? Celui-là, par exemple, est-ce qu'il a la force? Peut-être c'est une petite dame qui n'a plus trop de musculature, qui a une sarcopénie, ben, elle n'arrive pas à pousser pour l'ouvrir. Et c'est pour ça qu'elle ne prend pas le médicament du matin, parce qu'il n'y a personne avec elle. Voilà. Ce sont des exemples que je vous présente. On va aussi aller chercher, et pendant qu'on y est, sur le site de la CNAV, aussi bien en format responsive, c'est-à-dire sur votre téléphone portable ou un ordinateur ou une tablette, vous avez accès à une petite loupe. Et nous allons chercher donc un pilulier électronique. Oups, pardon, j'y suis pas. Pilulier, voilà, électronique. Je fais ma petite recherche. Et ça, c'est donc la deuxième et troisième exemple que je vous donne. Donc, dans la barre de recherche, j'ai mis le mot que je souhaite et il me donne plusieurs solutions, plusieurs réponses. Et c'est celle-là que je souhaite vous montrer. Vous allez d'abord voir le pilulier électronique que je vous ai présenté. Hop, OK. Mais aussi celui que je souhaite proposer pour monsieur, c'est-à-dire un portatif. Parce que monsieur, il prend un médicament le midi et un médicament au goûter. Et quand il part à la journée, quand sa belle-sœur vient passer du temps avec sa femme, lui, il part avec ses médicaments pour le moment dans la poche ou il oublie. Donc, une solution comme ça, c'est-à-dire portatif, ça se tient dans la main, ça se tient dans le sac, peut-être qu'il a en bandoulière ou sac à dos, ou tout simplement un petit sachet qui va avec, comme ça. Voilà. Donc, ce sont des solutions qui existent sur le marché. Il suffit d'aller chercher sur Internet piluliers portatifs. Et il y en a qui sont électroniques, c'est-à-dire qui vont vibrer au moment de rappel, qui vont peut-être sonner, qui vont peut-être flasher. Et ça, ce sont des choses qui sont paramétrables, donc des solutions technologiques. Leur plus-value, en grande partie, c'est de pouvoir configurer selon les besoins de l'usager. D'accord? Donc, il suffit pour celui-là, je cherche le médicament que j'ai déjà enlevé, de tourner et prendre le médicament de la petite case. Donc, ça veut dire que ce n'est pas permet à l'usage. Monsieur peut l'ouvrir et prendre celui qu'il veut. Donc, ça veut dire que monsieur, il doit avoir un jugement sensé qui lui permet de savoir que c'est bien la case 1, c'est bien la case 2. Voilà. Donc, le rappel lui dit qu'il faut prendre le médicament et il suffit qu'il tourne et qu'il se serve. Ça, c'est une solution simple. On va imaginer en regardant cette fiche, chaque fiche, présente des réponses à pourquoi. L'utilisation, est-ce que c'est simple? Est-ce qu'on a besoin de l'aide d'une tierce personne? Est-ce que l'installation est compliquée? Pour qui on peut le penser? Et une fourchette de prix. Celui-là, la dernière fois que je suis allée chercher dans le catalogue, c'était entre 30 et 40 euros. Donc, ce n'est pas très onéreux. Des fois, c'est les piles qui sont les plus onéreuses. Par contre, et je le mettrai dans la fiche pratique, c'est quand même un peu compliqué à configurer. Donc, peut-être qu'il y aurait besoin d'un aidant pour faire la configuration. Donc, ça, c'est la solution d'une petite pilulier portatif. On revient. Passe au prochain. Ça, c'est un autre exemple.
Monsieur pourrait peut-être prendre la case de lundi. S'il part le lundi, il va prendre le case de jeudi quand il part au restaurant le jeudi, par exemple. Et puis, la solution d'une pilule électronique qui est beaucoup plus poussée en proposition de configuration, c'est-à-dire que là, j'ai un plateau de 28 cases. Si la personne a une ordonnance qui couvre 7 jours de la semaine avec 4 prises par jour, ça veut dire que le pilulier il est présenté sur la table de la cuisine avec, pareil, un paramétrage des données, c'est-à-dire à telle heure, il va tourner, la case va tourner. Alors, pareil, j'avais pensé à mettre des médicaments dedans. Et lorsque la case tourne, se présente la case paramétrée à être disponible à 9 h du matin ou à 17 h du soir. Et la personne doit prendre dans la main, tourner, le petit clapet ouvre et il a son médicament. Okay? Après, il ne peut plus accéder à ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que pour des personnes avec des troubles cognitifs, c'est une solution adaptée. S'il y a l'accompagnement pour le paramétrage de l'outil. Donc, monsieur Sens dessus-dessous, il a vraiment envie de continuer à prendre soin de sa femme. Lui-même n'a pas de troubles cognitifs. Ses oublis à lui sont liés au stress qu'il gère au quotidien. Il sent qu'il y a des responsabilités qu'il choisit de prendre sur lui, prendre soin de sa femme, mais en fait, ses capacités de gestion de son quotidien ne sont pas assez développées de manière à ce qu'il gère le linge, les courses, nourrir le chat, l'administratif, les soins pour sa femme qui, en plus, va mettre des choses de partout. Avec joie, avec bonne humeur, parce qu'elle ne se rend pas compte des difficultés qu'elle engendre pour son époux. Donc, c'est une solution qui va répondre aux besoins de monsieur pour aider madame dans la prise des médicaments. Okay? Ce modèle que je vous montre est un modèle qui ne vibre pas, contrairement à celui-là qui vibre. D'accord? Il ne va pas vibrer, il va donner un flash avec l'horaire et il va donner un son. Le volume du son est paramétrable. Okay? Il y a d'autres modèles qui existent sur le marché. Il suffit d'aller sur votre navigateur ou aller dans un magasin de matériel médical ou demander à un pharmacien de venir présenter lors d'une réunion d'équipe différents types de piluliers. Ça peut être quelque chose qui rentre dans ce que vous avez le temps de faire en réunion. D'accord? Alors, je reviens sur ma présentation. Merci pour votre patience. J'arrête ce partage et on revient sur l'autre. Alors, on va être sûr que c'est celui-là. Véronique, je vais te demander de venir juste m'aider à choisir le bon. Parce qu'il y a deux. Je pense que c'est celui-là où vous voyez tout l'écran. Non, ça c'est celui-là. Celui-là, voilà. Vous me dites, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? OK, c'est bien. Alors, hop. Donc, le pilulier semainier permettrait une présentation ordonnée des comprimés, sachets, gélules. Ça peut être pour les médicaments de monsieur à domicile. Le pilulier portatif permettrait qu'il apporte ses médicaments avec lui. Ça peut être un modèle avec paramétrage pour des rappels, si monsieur sent qu'il en a besoin. Ça peut être aussi un modèle extrêmement simple, une petite boîte qu'on achète ou qu'on a au fond d'un tiroir qui est hermétique, qui ferme bien et qu'il utilise plutôt que de mettre dans sa poche les comprimés ou les gélules. Et ça permettrait aussi de garder le molécule qui est dedans. Il restera plus efficace que s'il est au fond d'une poche qui prend la chaleur, peut-être l'humidité. Ça, c'est très important, hein, c'est quelque chose à considérer.
On a aussi donc cette notion de régularité. Et lorsque l'on accompagne un bénéficiaire à retrouver une organisation, à retrouver une régularité, à éviter les oublis, ah ben, on est en train de le soutenir par rapport à son anxiété, son inquiétude liée au stress pour la prise des médicaments, aussi bien pour lui que pour madame. Alors, comment est-ce que je passe au prochain? Voilà. Alors, le pilule électronique. Alors, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Dites-le hein, dans la conversation. Peut-être vous avez des retours d'usage qui seraient intéressants pour les uns à lire dans la conversation. Différents modèles existent. Une des choses les plus importantes, c'est d'être sûr que, en fait, les piles soient chargées. Alors, comme ce modèle-là a des piles A, je crois, il faut tourner, il faut l'ouvrir, il faut enlever les piles, il faut les charger si ce sont des piles rechargeables, il faut les renouveler si ce sont des piles qui ne le sont pas, sachant qu'il y a la lumière qui clignote constamment lorsque les piles ont besoin d'être changées ou rechargées. Alors, petit conseil, c'est que surtout, mettez, si c'est 4 piles, vous mettez 4 piles qui sont neuves, chargées à bloc en même temps. Pas 2 neuves, 2 rechargeables ou un qui est neuf mais qui a été utilisé pendant 2 mois. L'idée, c'est que la charge soit complète au départ pour que l'évolution soit constante et que la recharge soit adaptée. Parce que si vous avez 4 piles rechargeables, et dont 2 qui sont déjà à moitié, et vous ne savez pas lesquelles c'est, ça rajoute à la complication de la gestion de l'usage de cet outil. Et puis le dispositif de rappel que nous avons regardé déjà en webinaire, c'est-à-dire que ce sont des applications pour téléphone portable ou smartphone, ou par exemple une installation sur une tablette que la personne a à son domicile, comme vous avez vu derrière mon dos là. L'idée, c'est qu'il y a un aidant qui est dédié à la gestion de cette application. Et il va donc envoyer des messages via la tablette ou le smartphone. Hein. Peut-être, monsieur, je ne l'ai pas pensé, est-ce qu'il a un smartphone? On va dire que oui, il a un smartphone qu'il utilise. Donc, peut-être une de ses filles l'accompagnerait pour le paramétrage des rappels. Donc, il va simplement avoir une sonnerie, comme vous avez découvert pour vivre les chaleurs estivales. Hein. J'avais dans l'installation pour le petit clip démo, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, des dispositifs de rappel, il y en a pléthore. L'idée, c'est de le choisir en fonction des besoins et priorités du bénéficiaire, de la disponibilité de ses aidants, parce que s'il n'y a personne pour aider, ben, vous pouvez être sûr que ça ne répondra pas aux besoins, parce qu'on ne pourra pas le mettre en place de manière adaptée. Donc ça, c'est un exemple que vous voyez à l'écran, la fille qui rappelle à sa maman le jour qu'on est et à quelle heure il est. Donc on va imaginer que sur l'écran, il y aurait les messages « Bonjour maman, as-tu pensé à prendre ton médicament ?» Ta gélule, voilà. Donc ça c'est une autre solution qui dépend de l'entourage. Tandis que le pilule électronique dépendrait de l'entourage une seule fois par semaine ou par mois, par exemple. Vous voyez la jauge de mesure. Donc, selon les besoins de la personne, selon l'environnement aidant, vous allez faire des propositions en fonction. Sachant que tout ce que je vous montre aujourd'hui et les prochains webinaires se trouvent sur le site de la CNAV, donc Bien chez soi l'assurance retraite, et aussi sur le site Dom-Inno, on va en parler tout à l'heure. Il y a également un site internet que je vous conseille, que j'ai découvert lors du webinaire auquel j'ai assisté il y a 15 jours. C'est l'ANSM qui le met en place
il y a un petit vidéo qui dure 1 minute 10, je crois, que vous pouvez regarder en équipe. Hein, je vous propose des ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser. Alors, il me semble que Véronique vient de l'envoyer sur le chat. Donc, copiez-le, notez-le, prenez le temps de le découvrir. Il y a aussi des petites flyers de communication qui peuvent être mis dans la salle d'attente, qui peuvent être mis dans les dossiers pour les intervenants, qui peuvent eux aussi peut-être déposer chez les bénéficiaires, hein, auprès des États. Thérèse, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Oui. Voilà, hein, si tu Ouais, veux très bien. temps de questions. OK. Alors, tout petit rappel des lieux à découvrir. Hein. Alors, c'est le lien, si vous n'avez pas le temps de les noter maintenant, vous revenez sur le webinaire et c'est aux 50e minute, mais vous stoppez votre écran et vous notez. D'accord? Donc, ça, c'est des lieux à découvrir. Et à savoir que lorsque vous questionnez le bénéficiaire, il est important de toujours prendre en compte la nécessité de faire un point avec son médecin, hein, ou effectuer un bilan de santé. Et je suis ergothérapeute, j'ai une expérience en visite à domicile et je sais que dans les centaines de visites que j'ai effectuées, j'ai eu plusieurs cas pour lesquels j'ai accompagné le choix d'un pilulier ou une solution adaptée pour que telle ou telle personne maintienne son niveau d'autonomie et de capacité de choisir comment il va gérer son quotidien. Et il y a aussi moyen de passer par le département ou des offres de certaines mutuelles. Tout ce qui est question de financement, en principe, vous trouvez sur la fiche produit, sur le site Bien chez soi, l'assurance retraite. À savoir que les caisses de retraite complémentaires peuvent proposer une aide sociale, mais ce serait en fonction de ce que propose le régime général de retraite. Donc, pour les personnes qui sont avec la CARSAT, ce qui est le cas, et il faudrait faire des demandes. Et ça, c'est des tâches administratives en plus. Et pas forcément à vous de le faire, mais au moins à le suggérer à l'entourage. L'accompagnement de la démarche, alors là, ça en dit long. Hein. Il faut peut-être découvrir les outils des fois avec les bénéficiaires. Hein, s'il y en a qui décident d'acheter un pilulier portatif, vous pouvez le découvrir, ça. Réévaluer les besoins, c'est constant. Vous le faites déjà. Hein, et avec les réunions de transmission, c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Mais aussi peut-être redéfinir les priorités et puis ajuster. On arrive à la fin. Je vais vous laisser quelques minutes pour poser vos questions, soit dans la conversation, soit vous levez la main et vous prenez la parole. On met aussi dans la conversation le questionnaire. Ceux qui ne posent pas de questions, qui veulent prendre ce temps maintenant, je vous invite à le remplir, ce questionnaire. Ça nous permet de faire évoluer l'offre. D'accord? Nous sommes financés par la CARSAT pour répondre aux besoins. Et l'idée, c'est que nous nous améliorons si vous avez des commentaires à nous faire sur le contenu, sur les solutions, etc. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je profite pour boire. Un petit peu. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'échange. Donc, n'hésitez pas hein, à mentionner soit une expérience, soit effectivement quelque chose de très positif qui serait intéressant à partager sur les piluliers. Ou au contraire, une difficulté que vous avez rencontrée. Peut-être même une difficulté récurrente. Ou un dispositif que Thérèse n'a pas présenté, parce qu'on ne peut pas tout présenter, mais qui vous semble particulièrement intéressant, une autre solution. De toute manière, la suite, c'est qu'on vous diffusera une fiche récapitulative. Oui. Les échanges ne sont pas terminés. N'hésitez pas à nous envoyer auprès de contact@persdat.fr soit des questions, soit des retours d'expérience pour qu'on puisse les intégrer progressivement dans le type de présentation et ces réflexions. Rien n'est figé, tout ça est très
vivant et en mouvement. C'est comme notre base de données, le site internet DomInno, que vous trouvez sur notre site TASA. C'est une base de données qui est vouée à évoluer avec l'offre. Donc, effectivement, comme dit Véronique, si vous connaissez une solution que moi, je n'ai pas présentée, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et on l'intégrerait dans la base DomInno. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, on va s'arrêter là pour permettre à chacun de prendre un café avant Oui. d'engager la prochaine réunion à 14 h. Merci Thérèse, merci Ouais. à tous et donc à suivre pour enrichir ces réflexions. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Je vous souhaite un bon après-midi et dans 15 jours. Le prochain, c'est dans 15 jours. Ce n'est pas dans un mois. Hein. Notez bien dans vos agendas, mais de toute façon, la semaine prochaine, je vous enverrai un rappel. Présente le planning d'après, là, tu Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Le prochain a lieu le jeudi 12 octobre. C'est pour favoriser le repérage, prévenir les risques et alerter en cas de chute. Donc, c'est un gros morceau. Un sujet récurrent sur lequel vous êtes évidemment très au fait et sur lequel nous partageons aussi quelques éléments d'actualité, on va dire, sur les réflexions et les produits. Voilà, voilà. Merci pour votre présence. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Ah, merci, Elisabeth. Alors, j'arrête. Arrêtez l'enregistrement. C'est bon. Arrêtez.